Hey, vous avez déjà fait de la psychothérapie? Peut-être de l'EMDR, une psychanalyse, une thérapie familiale? Toutes ces pratiques ne viennent pas de nulle part. Elles ont une histoire, elles ont un background. La dernière fois, on a vu comment la philosophie a influencé la psychologie. Ce qu'il faut dire, c'est que la philosophie a influencé également tout un tas de méthodes thérapeutiques. Nous assurons votre protection. Je suis vraiment dans la super merde là. Mais vous êtes un énorme angoissé en fait, hein, j'adore. Entre nous, l'angoisse, ça vous connaît, non? La gorge qui se serre, le cœur qui palpite. Non, je considère qu'en termes de crise d'angoisse et de prise d'anxiolytiques, vous êtes des experts. Ce que vous connaissez peut-être moins, c'est l'histoire de ce concept. Parce que l'angoisse, c'est une sensation vieille comme le monde. Et pourtant, il a fait une quinzaine de vidéos pour qu'on en parle. Pourquoi? Eh bien, parce qu'à l'époque des médecins aliénistes, l'angoisse est quelque chose de bien identifié, mais on y accorde peu d'attention. On considère l'angoisse comme un simple symptôme. D'ailleurs, on ne le distingue pas tellement de l'anxiété. Tout ça, c'est du pareil au même. Non, ce qui nous intéresse, ce sont les grandes pathologies mentales dont on a parlé dans les vidéos sur la psychiatrie. Pour faire reconnaître son importance, l'angoisse a dû jouer des coudes. Et c'est Kierkegaard qui fut le premier à la remarquer. Søren Kierkegaard, c'est un philosophe danois du 19e siècle. Il s'intéresse beaucoup au christianisme et va lancer la philosophie existentielle qui va préfigurer l'existentialisme. C'est-à-dire l'idée que les gens ne sont pas ce qu'ils sont par essence, ils adviennent par ce qu'ils font de leur existence. Dans Du concept d'angoisse, Kierkegaard va s'attacher à définir ce qu'est l'angoisse sous toutes ses coutures. Et il va partir de la situation d'Adam, le premier homme là. Je vous avais dit qu'il est très intéressé par le christianisme. Figurez-vous donc Adam, dans son jardin d'Éden, où tous ses désirs sont comblés. Il est dans un état d'innocence qui lui permet d'être en communion avec la nature. Pour Kierkegaard, cette communion, ça veut dire qu'il n'a pas d'esprit. Il n'y a rien qui fasse tampon entre son âme et la nature qui l'environne. Jusqu'au jour où Dieu énonce un interdit. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'état d'innocence de paix intérieure repose sur l'ignorance de la distinction entre le bien et le mal. Mais cette innocence ne sera pas seulement paisible. Elle va être troublée par quelque chose en dedans. Une espèce d'énergie, mais qui ne s'oppose à rien, puisqu'il n'y a pas d'ennemi en face. Il n'y a rien contre quoi lutter. Il n'y a rien tout court en fait, mais ce rien ne produit pas rien. Ce rien produit de l'angoisse. L'angoisse, c'est le gouffre qui s'ouvre face à la découverte de sa liberté. Quand Dieu dit à Adam ce qu'il n'a pas le droit de faire, il lui dit aussi ce qu'il peut faire. Il lui permet de se projeter, de s'imaginer en train de le faire. Il lui permet de désirer faire ce qui est interdit. Kierkegaard donne donc une définition fine de l'angoisse. L'angoisse, c'est ce qui advient lorsqu'on se sent coupable d'une faute qu'on n'a pas commise. Ce rapport entre angoisse, sentiment de culpabilité et désir, c'est ce qui va être étudié par la psychanalyse. Sigmund Freud, dont on aura l'occasion de reparler, considère l'angoisse comme un état d'attente. On s'inquiète, on prend peur de ce qu'on anticipe, d'un danger qui n'est pas encore là. Et dans le cas des névroses, ce danger, ce sont nos pulsions. Quand Freud écrit Inhibition, symptômes et angoisse, on est en 1926. On est donc dans la deuxième partie de sa carrière. La psychanalyse est rayonnante et cela fait déjà 10 à 15 ans que ses tout premiers disciples se sont éloignés de lui. Pour l'un d'eux, c'est un autre philosophe que Kierkegaard qui va l'inspirer. La puissance, dès que j'arrive, sans la rage de vivre, j'espère, mon époque, ma vie mourra sans choc. Friedrich Nietzsche. Vous savez celui qui a déclaré la mort cérébrale de Dieu? À un moment, la roue tourne, elle tourne. Et lui aussi, il va mourir. En 1900. Sa nazie de sœur va alors récupérer un projet abandonné et le faire publier. Nietzsche s'inspire de la volonté de vivre d'Arthur Schopenhauer. C'est-à-dire l'idée que ce qui nous anime profondément, c'est une force qui nous pousse à choisir la vie. À cela, Nietzsche ajoute l'idée qu'au-delà d'une volonté de vivre, ce qui est fondamental chez l'être humain, c'est la volonté de puissance. Si l'argent appelle l'argent, le pouvoir appelle le pouvoir. Le problème de l'argent, c'est que plus t'en as, plus t'en veux. C'est un cercle vicieux, mon frère. Alors que si tu te contentes d'un peu, t'es heureux avec ça, tu comprends? Ce concept va beaucoup influencer Alfred Adler, médecin autrichien qu'on retrouve parmi les premiers disciples de Freud. Puis au début des années 1910, il va rompre avec la psychanalyse orthodoxe, dirons-nous. Cela fait quelques années qu'il ne croit pas que ce qui anime les gens, c'est les pulsions. Il s'intéresse bien plus aux sentiments d'infériorité.
Pour lui, c'est ça qui est fondamental. On cherche tous à compenser notre sentiment d'infériorité. Alfred Adler va d'ailleurs se pencher sur ce qu'il appelle complexe d'infériorité. Petit détail que vous avez peut-être remarqué, lors de leurs interventions, Hollande et Obama étaient quasiment à la même hauteur. Mais comment cela est-il possible? Eh bien, on dit merci Barack qui avait tout prévu. Attention, tour de magie. Chers membres de la délégation française, nous sommes honorés de pouvoir vous accueillir ici. Et du coup, hop, et voilà. Vivre dans une société, c'est chercher une place de dominant. Il va fonder la psychologie individuelle qui développe une méthode thérapeutique dans laquelle thérapeute et patient sont face à face et non sur un divan. Il parle donc d'égal à égal. Il va aussi s'intéresser aux thérapies familiales et aux thérapies de groupe. On se rappe si on le fait, on le fait. Ok, mais quel ok. Super waka phénomène, on se fait nous-mêmes. Wow, tous les week-ends dans ta ville pour donner du love. Bon, le type de psychothérapie que propose la psychanalyse et ses dérivés, je pense que vous voyez à peu près. On aura le temps de revenir sur comment tout ça s'est créé et qu'est-ce qui l'a inspiré. Pour l'instant, on va s'arrêter sur l'une de ses influences. Franz Brentano, un professeur de philosophie allemand qui a donc eu parmi ses élèves Freud, Heidegger et un certain Edmund Husserl. Et Edmund, sous l'influence de Franz, va fonder la phénoménologie. Tout un courant philosophique qui se donne pour objet d'étude les phénomènes. J'ai niqué plus de pompes que les graffeurs, les gens du urbain, vitri, phénomène. C'est-à-dire ce qui dans le monde est accessible à notre perception. Par exemple, si quelqu'un est en colère, vous allez pouvoir le percevoir par l'expression de son visage ou son ton qui monte. Alors que quand vous vous réchauffez une pasta box au micro-ondes, les micro-ondes en question, vous les voyez pas passer. Et d'ailleurs plus globalement sur les ondes, vous les voyez tellement pas que parfois, ça peut provoquer en vous de l'angoisse, non? C'est que ça s'ajoute à un électrosmog ambiant qui est déjà intense. Et c'est la goutte qui va faire déborder le vase pour beaucoup de gens en termes de ressentir des symptômes. Mais la 5G, c'est pas la même bête pantoute que ce qu'on a déjà. Pour revenir à Husserl, ce qu'il lance avec la phénoménologie, c'est une étude de ce qui s'offre à notre perception. Dans Idée directrice pour une phénoménologie, il s'explique avec un exemple. Vous êtes dans un jardin. Le gazon est vert, tendre. Et vous regardez un pommier en fleurs. La seule vue de ce pommier vous fait plaisir. Il y a donc deux réalités. Ce pommier qui existe dans l'espace du jardin et le plaisir que sa vue provoque en vous, qui existe dans votre espace psychique. On pourrait imaginer des cas où il n'y a qu'une seule réalité. Par exemple, si le pommier est une hallucination. En psychologie, ça peut nous intéresser. Mais pour les phénoménologues, ce qui va les intéresser, c'est ce qui est en jeu dans le fait même de regarder un arbre. Ce qu'ils essaient de savoir, c'est non pas comment accéder à l'objet tel qu'il est, par-delà les apparences. Parce qu'on ne peut pas avoir accès à ce que Kant appelle la chose en soi. On ne peut pas se rendre dans le désert du réel. La phénoménologie n'est donc pas un moyen de sortir de la matrice. C'est une analyse des liens étroits entre la matrice et le monde réel. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Les phénoménologues s'intéressent donc à notre perception, peu importe qu'il s'agisse de la perception d'un objet réel ou halluciné. Et leur travail va inspirer un autre élève de Brentano, Christian von Ehrenfels. En 1890, il rédige un article intitulé Über Gestaltqualitäten. Deutsche Qualität. C'est-à-dire sur les qualités de la Gestalt. Gestalt en allemand, ça veut dire forme. Et je ne le traduis pas ici parce que Christian va initier tout un courant en phénoménologie qu'on appelle la psychologie de la forme, ou plus simplement, la Gestalt. On s'intéresse donc à notre perception. La Gestalt, ce n'est pas n'importe quelle forme, c'est la forme qui fait sens. Comme le pommier dont la vue procure du plaisir, la Gestalt s'intéresse à la perception qui fait sens. On va retrouver donc tout un tas de planches en noir et blanc pour en apprendre plus. Ce qui d'ailleurs inspira Hermann Rorschach pour le test qui porte son nom. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour ce qui est de la Gestalt, ses principes de base sont établis par ces trois ninjas légendaires. Max Wertheimer, Kurt Kofka et Wolfgang Köhler. Dans l'Europe germanophone des années 1920 et 1930, il y a un mouvement qui monte malgré le silence des médias. Le Parti national socialiste. La psychologie de la forme que Köhler appelle Gestalt Theory
va être contrainte de s'exporter aux États-Unis. Et c'est à partir de là qu'elle va inspirer la psychothérapie qui nous intéresse ici, la Gestalt thérapie. Elle apparaît dans les années 50 à l'initiative de Fritz et Laura Perls, un psychiatre et une psychologue ayant aussi quitté l'Allemagne en raison de la montée de l'antisémitisme. La Gestalt thérapie puise notamment dans la Gestalt théorie, mais aussi plus directement dans la phénoménologie, entre autres. On y accorde une grande importance à l'interaction entre la personne et son environnement. De la Gestalt théorie, on reprend la notion de champ, c'est-à-dire que la personne et son environnement s'influencent mutuellement. Et dans cette interaction, il y a des forces qui vont dans le sens du changement et d'autres forces qui vont contre le changement. Ainsi, le Gestalt thérapeute va s'appuyer sur les forces qui vont dans le sens du changement en donnant du sens à ce que vit le patient. Ses émotions, ses questionnements, ses états d'âme. Vous devinez que parmi ces influences, on trouve aussi la psychanalyse. Mais depuis les années 50, la Gestalt thérapie s'est développée bien au-delà de ces influences. Aujourd'hui, ça représente 600 thérapeutes en France, sur environ 15 000 psychothérapeutes. Néanmoins, en 2007, un rapport de la Miviludes cite la Gestalt thérapie dans une liste des pratiques de méthodes thérapeutiques ayant conduit à des faux souvenirs induits. C'est-à-dire des patientes qui se sont mises à accuser leur père, leur frère, leur grand-père d'avoir abusé d'elles. C'est moins la méthode de la Gestalt thérapie que son dévoiement qui est mis en avant dans ce rapport. Il pose la question du statut des psychothérapeutes. Mais c'est là aussi un autre sujet qu'on abordera peut-être ailleurs. Ici, il s'agissait de montrer comment tout un tas de psychothérapies se basent sur des philosophies diverses. Après le cycle sur la psychiatrie, ça nous permet de mieux comprendre quelles disciplines entourent la psychologie. On est entre la médecine, la justice et la philosophie. C'est d'ailleurs tellement vrai que jusqu'à la fin du 19e siècle, la psychologie n'était considérée que comme une spécialité de la philosophie. De nos jours, on aura du mal à confondre philosophe et psychologue. D'autant plus que, comme pour les psychothérapeutes, la psychologie est une profession réglementée depuis 1985. On arrive à la fin de cette série de vidéos sur l'histoire de la psychologie. L'enjeu, c'était de montrer comment dans l'histoire occidentale émerge la volonté d'étudier l'intérieur des humains. À la fois l'intérieur des corps, mais aussi l'intérieur des esprits. Et comment tout ça va de pair avec la chute du pouvoir de l'Église et avec les grandes découvertes du XVe siècle. Parce que la psychologie, c'est un produit de la modernité. Et sa spécificité, c'est de s'intéresser à l'interaction entre ce qui agite l'humain à l'intérieur, ses désirs, ses émotions, et ce qui se passe à l'extérieur, ses relations personnelles, professionnelles, des événements culturels, politiques, des traumatismes. Et le plus important, c'est de comprendre comment la psychologie dialogue avec la psychiatrie, avec la criminologie et avec la philosophie. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte pour envisager dans leur ensemble les théories, les expériences et les méthodes thérapeutiques employées en psychologie. Et maintenant que tout ça vous est acquis, on peut enfin passer aux choses sérieuses. Nietzsche bitch, yeah. Nietzsche bitch, yeah. Fredrik Nietzsche bitch, yeah. Nietzsche bitch, yeah. Nietzsche bitch, yeah. Nietzsche bitch, yeah. Fredrik Nietzsche bitch. Frekar warning, heimgerð heimspeki. Heimskulega mýtur og rugl. Ennþá fleiri hótanir. Þú ert fucking döður eins og Nietzsche og Guð. Flytt fæði, flytt fjöll. Trúma flyttur út á land. Byggstæðis Guðs fjöld, ásamlega döðs fjöld. Völustinni útvarpað.